Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Avec un peu de chance, nous aurons dans quelques jours l'occasion d'observer le décollage du SLS, la fusée la plus puissante de la NASA depuis près de 50 ans. À l'époque, et aujourd'hui encore, la construction de telles machines est un défi d'ingénierie avec peu d'équivalent. Il existe une autre facette de cette aventure, peut-être moins connue, mais tout aussi complexe, le transport des fusées. Comment déplace-t-on un véhicule de la taille d'un gratte-ciel qui vaut des milliards de dollars et qu'il est impensable d'endommager ? Dans les premières phases de la construction, toute une flotte de navires, de trains et de camions surdimensionnés amène les composants jusqu'à un bâtiment d'assemblage. Mais une fois tout le lanceur complété, il faut encore parcourir les 6 km qui séparent dans le cas du SLS le VAB du pad 39B. Déplacer l'équivalent d'un gratte-ciel sur 6 km n'est pas à la portée de tout le monde. Au début des années 60, la NASA s'est pourtant rendu compte qu'elle n'aurait pas le luxe d'éviter un tel problème. Pour le résoudre, elle a donc mis au point une série de véhicules complètement déments, les crawlers. Si vous examinez une carte du centre spatial Kennedy, vous vous rendrez vite compte qu'il s'agit essentiellement d'un immense marécage au milieu duquel on a construit quelques pas de tir et des bâtiments d'assemblage, de stockage, de contrôle ou d'administration. Ils sont reliés entre eux par d'immenses routes plates qui, pour des raisons de sécurité, s'étendent sur des kilomètres. En cas d'explosion sur un pas de tir, mieux vaut en effet ne pas mettre en danger les équipes et les installations au sol. Cette précaution nécessite cependant de pouvoir faire traverser tout ce panorama à des fusées qui, dans le cas de la Saturne V, dépassaient les 110 mètres de haut. Moi qui suis nantais, cela revient à se demander comment on pourrait déplacer la Tour de Bretagne du centre à la périphérie de la ville. Bon, en termes de masse, une fusée vide reste quand même bien plus légère qu'une tour en béton. Le défi reste donc dans le domaine du possible. Pour le relever, la NASA s'est donc appuyée sur des véhicules chenillés qu'on ne peut comparer à aucun autre. Leur conception s'est étalée sur la première moitié des années 60, une fois que l'agence spatiale américaine a eu une bonne idée des dimensions de la fusée nécessaire pour le programme Apollo. En 1965, ils réalisaient leur premier test de roulement, et en 1967, l'un d'entre eux transportait sa première fusée. Ils ont depuis vu passer presque tout le programme spatial américain, des missions Apollo à la navette spatiale et aujourd'hui au SLS. Il faut noter que les fusées plus petites passent par des véhicules différents. Les Falcon 9 et autres Atlas 5 sont transportés à l'horizontale sur des véhicules à roues, avant d'être redressés sur leurs pas de tir. Les crawlers ont pour leur part été conçus spécifiquement pour les lanceurs les plus gigantesques. La NASA en a fabriqué 2 qui sont en activité depuis plus d'un demi-siècle. L'un d'entre eux est aujourd'hui affecté au SLS, tandis que l'autre a un futur un peu plus incertain. Il a pendant un temps été envisagé pour transporter le lanceur Omega de Northrop Grumman, mais le développement de celui-ci a depuis été abandonné. En termes d'architecture, on pourrait rapidement les décrire comme une plateforme qui repose sur 4 tanks massifs. L'ensemble fait un peu moins de 3000 tonnes ou la masse d'une petite frégate. Les crawlers sont capables de supporter une charge encore 3 fois supérieure. Une fois qu'on y place une fusée ou une navette spatiale, ainsi que sa tour qui y prend aussi place, on peut donc flirter avec les 10 000 tonnes. C'est une masse démentielle, même pour un véhicule à chenilles. Les dimensions sont tout aussi impressionnantes, 40 mètres de longueur et 35 mètres de largeur. On peut monter à 6 ou 8 mètres de haut selon les configurations. Avec un tel gabarit, ces engins ne se déplacent pas sur la route. Ils ne peuvent de toute manière pas vraiment sortir du Kennedy Space Center. Ils ont été construits sur site et seront certainement démantelés sur site lorsqu'ils auront fait leur temps. Bien entendu, l'ensemble se déplace très lentement. Dans le cas du SLS, on est à un peu plus d'1 km/h. Il faut donc 5 ou 6 heures pour faire le trajet entre le bâtiment d'assemblage et le pas de tir. À vide, le colosse est un petit peu plus agile et peut se permettre des pointes à 3,5 km/h. Contrairement à d'autres appareils mobiles de forte puissance, les crawlers n'ont pas besoin d'un apport d'énergie externe. Ils abritent leur propre moteur et leur propre réserve de carburant et peuvent donc être considérés comme des véhicules automobiles.
Leur énergie leur est fournie par deux énormes moteurs Alco 251 conçus à l'origine pour les locomotives. Ils n'entraînent pas directement les chenilles, mais alimentent deux génératrices qui à leur tour mettent en route 16 moteurs pour la propulsion. Suivant le niveau où on se place, on peut dire que l'ensemble développe environ 5500 chevaux. Niveau consommation, vous devez bien vous douter qu'on est sur quelque chose d'assez gourmand. Les distances parcourues sont toujours faibles, mais on est sur l'équivalent de 30 000 litres au 100. Les réserves de ces véhicules permettent d'accueillir environ 20 000 litres de gasoil, ce qui est largement suffisant pour leur utilisation. Les crawlers sont tellement grands qu'ils donnent l'impression de rouler sur deux routes, une dédiée au train de chenilles droit et une autre à la partie gauche. Les deux axes restant séparés par une bande de verdure de plusieurs mètres. Le pilotage peut être mené depuis une petite cabine où l'on trouve un tout petit volant rouge et quelques boutons. De quoi faire virer des milliers de tonnes d'un petit coup de poignet. En 55 ans d'opération, les deux engins ont quelque peu évolué. En 2012, le second d'entre eux, celui qui est affecté au SLS, a connu des modifications importantes. Nouveau moteur, nouvelle génératrice, freins et structure renforcée. Cela afin de supporter le SLS, même au cas où sa version Block 2 voit le jour, ce qui n'est pas certain. Dans sa version la plus lourde, si on lui ajoute sa plateforme de lancement mobile, qui doit elle aussi être transportée sur le crawler, alors il devrait représenter une charge encore plus lourde que la Saturn V. Dans les derniers plans de la NASA pour Artemis, il n'est pas certain qu'un tel déploiement de puissance soit nécessaire un jour. S'il parvient à être mis au point, le Starship devrait être capable de mener le gros des livraisons lourdes vers notre satellite, sans les coûts associés au SLS Block 2. Le sort du premier crawler est plus incertain. S'il n'est pas nécessaire pour Artemis et qu'aucun des nouveaux lanceurs lourds américains ne se l'approprie, il représente uniquement une ligne budgétaire sans bénéfice associé pour l'agence spatiale américaine. Il y a en effet un véritable effort de maintenance à fournir pour conserver ces véhicules dans un parfait état d'opération. La NASA ne plaisante d'ailleurs pas avec l'entretien de ces crawlers. S'ils ne fonctionnent pas, les lancements les plus importants ne peuvent pas avoir lieu. C'est pour cette raison que les ingénieurs qui s'occupent de leur maintenance sont souvent issus des programmes des vols spatiaux de l'agence. John Gill, le manager actuel des opérations du crawler, a par exemple passé plus de 10 ans dans les programmes navettes spatiales et vols habités de l'agence. Maintenir ces colosses en état est un casse-tête constant. Chaque pièce, ou presque, a été faite sur mesure et demande de trouver un fournisseur adéquat pour les remplacer. Après la mission Artemis 1, par exemple, la NASA prévoit de changer les cylindres de direction du crawler dédié au SLS. Ce ne sont pas des pièces qu'on trouve dans le commerce, et il va donc falloir passer une commande unique auprès d'un fournisseur ultra spécialisé. Les à côté des programmes spatiaux tels que celui-ci expliquent en partie pourquoi ces projets coûtent si cher. Ce ne sont pas que les fusées et leurs charges utiles qui doivent être conçues sur mesure à très petit volume. Presque toutes les infrastructures de support sont dans la même situation. Au fur et à mesure que ces machines vieillissent, ces coûts risquent par ailleurs de continuer à grimper. À voir si la NASA décidera un jour de mettre au point une nouvelle génération de ces machines. Pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour. Le crawler 1 et 2 vont continuer à transporter des fusées géantes pour les années qui viennent. La NASA conserve le crawler numéro 1 sous la main, même s'il est sans emploi. C'est une redondance qui permet de se garantir contre des dommages irréparables à son jumeau. Il a fallu plusieurs années pour concevoir et construire ces machines. Perdre cette capacité stopperait complètement le programme Artemis pour au moins autant de temps. Les crawlers ne seront d'ailleurs peut-être jamais remplacés, pour la simple et bonne raison que l'avenir appartient peut-être à des méthodes différentes. Si l'on prend l'exemple de SpaceX et de son non moins gigantesque Starship, des véhicules à roues suffisent. Cela est dû à des méthodes différentes. Seule la fusée est transportée, sans ensemble de lancement mobile. Ces deux parties peuvent être transportées séparément, pour être assemblées directement sur place. Cela conduit à des charges utiles bien moindres, qui s'accommodent mieux à des véhicules un peu moins spécialisés. Nous vivons donc peut-être la dernière ère des crawlers, les pendants terrestres des gigantesques lanceurs spatiaux. Ils font partie du patrimoine spatial américain, au même titre que la navette ou la Saturn V qu'ils ont transportée. Lorsque vous observez les préparations d'Artemis 1, n'hésitez donc pas à vous pencher sur ces immenses bêtes de somme à l'âge vénérable.
Nous voici en tout cas arrivés au bout de cette vidéo. Je vous invite à partager vos remarques et questions dans les commentaires. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira ce samedi à 17h. Vous pouvez consulter la description pour retrouver des liens vers nos sources, nos réseaux sociaux et nos podcasts. Nous, on se donne rendez-vous ce week-end pour répondre à vos questions, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.